Wonderful. Welcome, everyone. Bienvenue tout le monde et merci d'être avec nous aujourd'hui pour le lancement de la déclaration depuis l'Union internationale des supérieurs générales. Le titre de notre thème aujourd'hui, Sœurs pour l'environnement, intégrer les voies des périphéries. Donc sans tarder, je laisse la parole à sœur Patricia Murray. Sœur Patricia est la secrétaire exécutive de l'Union internationale des supérieurs générales. Elle est titulaire d'une maîtrise en éducation. Elle s'inspire d'un engagement de toute une vie pour les questions de justice, de paix et d'éducation. À vous la parole, sœur Patricia. Il est bien d'avoir des applaudissements pour ce passage ici. J'espère que vous allez comprendre mon accent irlandais. Comme vous le savez, l'Union internationale des supérieurs générales est une organisation qui regroupe les responsables des congrégations féminines catholiques en représentant plus de 600 000 sœurs catholiques dans le monde. Notre mission principale est la formation, le soutien, la connexion des membres. Donc l'Union internationale agit en tant qu'organisation fêtière pour les sœurs engagées dans la résolution de certains des défis de développement les plus urgents du monde. En tant que sœurs, nous sommes convaincus de la nécessité d'une approche intégrale, intégrative et inclusive pour réaliser le programme 2030 des Nations Unies. En observant l'aspect intégral, nous sommes holistiques dans la résolution des problèmes sociaux et environnementaux en défendant une vision à la fois humaine et spirituelle dans la recherche de solutions durables. En observant l'aspect intégratif, nous construisons des ponts pour rassembler les personnes en dépassant donc les barrières, en traversant les ponts et en nous concentrant sur notre humanité commune alors que nous cheminons vers un avenir sûr, juste et pacifique pour tous, particulièrement ceux qui sont sur les périphéries des sociétés. Si nous observons l'aspect inclusif, nous ne voulons laisser personne de côté, sachant que les communautés les plus marginalisées du monde peuvent nous enseigner toute la résilience nécessaire pour faire face aux défis de notre époque. Et elles vont nous transformer si nous nous engageons vraiment dans la rencontre. Et c'est notre expérience en tant que sœurs. Lorsque nous rencontrons ceux qui sont sur les périphéries, nous sommes changés par eux. Au lieu de les changer, ces personnes ont beaucoup plus à nous donner à un niveau global pour converser à un niveau international. Nos sœurs et nos alliés sont à l'avant-garde et sont là pour parler pour ceux qui n'ont pas de voix et ceux qui sont sans voix. Donc les sœurs catholiques et leurs alliés sont à l'avant-garde d'un mouvement visant à façonner les conversations mondiales autour des besoins de nos communautés les plus vulnérables. Dans cet esprit, la WISC publie la déclaration Sœurs pour l'environnement, intégrer les voies des périphéries. Suite à la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François en 2015, le mouvement catholique pour la défense de l'environnement a pris de l'ampleur année après année, correspondant à l'urgence et à cause de la crise croissante du climat et de la biodiversité. Alors que l'avenir de notre planète est en jeu, nous savons que pour atteindre le point de basculement du changement, il faut que toutes les personnes de bonne volonté collaborent au-delà des frontières et des identités, en mettant de côté les différences pour défendre notre maison commune.
Cette déclaration incarne aujourd'hui l'esprit de coopération que nous cherchons à promouvoir en nous appuyant sur des collaborations entre les bureaux, les partenaires et les bailleurs de fonds de l'Union internationale des supérieurs générales. L'essence de cette déclaration est basée sur l'expérience mondiale d'activisme et de plaidoyer qui s'est unie autour de la campagne environnementale de la WISC Semer l'espoir pour la planète, depuis son lancement en 2018. Cette campagne est dirigée par Sir Sheila Kinsey. Cette campagne est devenue une force motrice au sein du mouvement Laudato Si et dans la promotion de la plateforme d'action Laudato Si. Semer l'espoir pour la planète a promu et a partagé une multitude d'initiatives et de meilleures pratiques établies par les sœurs et les partenaires partout dans le monde en réponse à la lettre encyclique du pape François. D'autres activités de recherche et de développement ont été menées par Sisters Advocating Globally, le projet de la WISC créé en 2020 pour aider les sœurs à canaliser leur engagement exceptionnel et à apprendre sur le plaidoyer vers un changement systémique à long terme. Les partenaires clés pour le développement du plaidoyer environnemental de la WISC tout au long de 2022 ont été l'Agence catholique pour le développement d'outre-mer, CAFOD, l'Agence d'aide de l'Église catholique en Angleterre et aux Pays de Galles et Unanima International, une organisation non gouvernementale dirigée par des sœurs qui défend les femmes et les enfants aux Nations Unies à New York. En partenariat avec Unanima International, la WISC a co-organisé un événement parallèle officiel au Forum politique de haut niveau des Nations Unies en juillet sous la bannière Leadership for Change, un appel à l'action de la part des sœurs qui soutiennent les communautés vulnérables. Entre-temps, la consultation et la collaboration avec CAFOD ont soutenu l'élaboration et la prestation d'une formation de plaidoyer centrée sur l'environnement pour les membres du réseau Semer l'espoir. Enfin, notre travail ne serait pas possible sans le soutien du Fonds de solidarité mondiale, une alliance unique catalysant des partenariats entre le secteur du développement, le secteur privé et les communautés catholiques. Nous sommes ravis d'y appartenir. Nous vous remercions pour être avec nous ici au siège de l'Union internationale des supérieurs générales à distance. Nous espérons que vous allez apprécier l'événement. Merci. Merci, Sœur Pat, pour ce mot de bienvenue et pour ce début qui nous inspire. Nous allons maintenant parler à Francesca Di Giovanni. Francesca Di Giovanni a travaillé sur les questions de plaidoyer des femmes, de communication. Elle a été nommée sous-secrétaire par le pape François. Merci d'être avec nous. Sœurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis heureuse d'être ici avec vous à l'occasion de l'événement de lancement officiel de la déclaration Sœurs pour l'environnement, intégrer les voix des périphéries. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'Union internationale des supérieurs générales pour cette aimable invitation. Cet événement nous offre la possibilité de célébrer un certain nombre d'initiatives réussies que vous avez déjà réalisées et en même temps nous offre un espace de dialogue et de coopération alors que nous cheminons ensemble, traçant vos prochaines étapes inestimables. Beaucoup de vos sœurs travaillent sur le terrain et sont en contact direct
avec celles qui vivent dans les périphéries. Cela vous permet de partager l'expérience personnelle, sociale et environnementale des personnes, même avec lesquelles vous travaillez et vous vivez l'Évangile. En effet, à travers vous et beaucoup d'autres comme vous, l'Église catholique réalise de nombreux programmes et activités dans divers domaines traitant de la réalité difficile et interdisciplinaire du changement climatique. La voix de l'Église dans les débats internationaux a été et continue d'être essentielle pour souligner le devoir moral et la nécessité urgente que nous avons tous de faire face au réchauffement climatique pour le bien commun en mettant de côté les intérêts purement individuels ou nationaux. Les gouvernements et les autres parties prenantes ont également pris note de notre contribution unique. Comme vous le savez bien, après que le pape François a publié sa lettre encyclique Laudato Si, nous avons été témoins d'un écho impressionnant et avons vu non seulement des gouvernements, mais aussi des femmes et des hommes de bonne volonté répondre avec ferveur à l'appel du Saint-Père pour une écologie plus humaine et intégrale. Comme vous en témoignez vous-même, votre travail est enrichi par la conscience de cette vision nouvelle et intégrale du monde. En effet, la réalité multiforme et multidimensionnelle de l'écologie intégrale ne concerne pas seulement l'environnement naturel, mais l'interaction des diverses dimensions de l'écologie, y compris ses aspects environnementaux, économiques et socioculturels, et l'écologie humaine, afin d'adopter une vision plus intégrale et intégratrice. Sans cette vision holistique et son appel à une conversation personnelle sincère, notre maison commune reste en danger. Le changement climatique menace gravement les moyens de subsistance des populations d'aujourd'hui et des générations à venir. Il affecte déjà considérablement l'environnement, notre alimentation et notre approvisionnement en eau, ainsi que la biodiversité à travers le monde. Comme vous le savez, le changement climatique est pertinent pour ses impacts sociaux, économiques et politiques. Le changement climatique affecte différents aspects de notre vie, y compris la santé humaine et le logement, la gestion des infrastructures et de l'énergie, l'éducation et la sécurité, ainsi que l'environnement au sens le plus large. Cependant, il affecte de manière disproportionnée ceux qui vivent en marge. Par conséquent, si nous voulons réagir efficacement, nous devons concevoir des stratégies mondiales à moyen et à long terme, ainsi que des engagements concrets et des réponses intergénérationnelles à nos besoins présents et futurs. Pour ces raisons, la crise climatique exige notre attention urgente. Cela exige également que nous partagions dès maintenant la responsabilité de relever ce défi urgent. Plusieurs initiatives, partenariats et activités sont en place à différents niveaux. Pour n'en citer qu'un, et un assez important, je dirais, comme beaucoup d'entre vous le savent sans doute, le Saint-Siège a récemment adhéré à la Convention des Nations Unies et à l'accord de Paris pour le changement climatique au nom et pour le compte de l'État du Vatican. Bien qu'il s'agisse d'un résultat important, c'est un point de départ encore plus important. En effet, notre participation au traité contribuera à faire en sorte que le Saint-Siège joue un rôle encore plus actif dans les travaux des COP. Dans quelques jours, la COP 27 débutera en Égypte. Peu de temps après, en décembre, la COP 15 sur la biodiversité sera accueillie par le Canada.
Les deux sont essentiels pour lutter contre le changement climatique et partager notre engagement envers le bien-être de notre maison commune. Cet engagement exige une collaboration forte et profonde de la part de tous, de l'individu jusqu'à la communauté internationale. Ces occasions nous offrent la chance de relancer et de favoriser un dialogue multilatéral pour une véritable conversion écologique. Cependant, tout le monde n'est pas également impliqué ou engagé à relever ce défi historique. Si les plus pauvres et les plus fragiles sont les plus touchés par le changement climatique, ils sont aussi les plus susceptibles d'être exclus de nos conversations. Nous sommes tous conscients de l'importance de la subsidiarité et à cette fin, la participation de la société civile est une approche ascendante pour faire face à la crise climatique sont fondamentales. Par conséquent, faisons tous les efforts possibles non seulement pour reconnaître, mais aussi pour faire en sorte que chaque voix soit entendue, à commencer par les plus marginalisés d'entre nous. De nombreux religieux, sœurs et frères vivant avec ceux qui vivent à la périphérie des villes et de la société sont particulièrement conscients du lien entre la lutte contre le changement climatique et la lutte contre l'extrême pauvreté. Les plus pauvres parmi les pauvres habitent des non-lieux, comme les appelle le pape François. Ils sont marginalisés non seulement par l'indifférence des gouvernements et de leurs partenaires, mais aussi par les événements climatiques qui les laissent, quand ils ne perdent pas la vie, sans abri ni soutien. L'écoute des personnes marginalisées nous offre non seulement la possibilité d'avoir une perspective différente, mais aussi une véritable conscience de leurs besoins. Nous ne devons pas minimiser l'importance d'un dialogue plus intégré. Différentes voies peuvent conduire à différentes solutions. De plus, une meilleure compréhension des besoins de chacun peut mener à des solutions plus innovantes et nous aider à identifier les problèmes que nous manquerions autrement. Par conséquent, le dialogue multipartite n'est pas seulement nécessaire, il fait partie de notre mission. Étant donné la vocation de l'Union internationale des supérieurs générales à construire des ponts et à créer une communauté centrée sur le Christ et autour de sa bonne nouvelle, je suis sûre que ces paroles ne sont pas perçues comme vides. En outre, je voudrais réaffirmer que ces défis pourraient devenir une occasion de repenser notre attitude à l'égard de la consommation et de la production en tant qu'individu et en tant que société. Le paradigme d'une culture du jetable qui rejette ce qu'elle a utilisé et même abusé ne doit plus dominer notre vie quotidienne. Au lieu de cela, nous devons retrouver une approche plus durable basée sur le sacrifice et une profonde appréciation pour les nombreux dons que Dieu nous a confiés. Pour atteindre cet objectif, une approche holistique est essentielle, à commencer par l'éducation. Je ne parle pas seulement des écoles et des universités catholiques, mais aussi de nos paroisses, de nos communautés religieuses et des mouvements et organisations laïques catholiques. Chacun d'entre nous, dans chacune de nos réalités uniques, peut apporter une contribution significative. La vie des religieuses et des religieux peut vraiment être une réponse aux cris des pauvres et de la terre.
Cela inclut votre travail de sensibilisation et d'éducation des personnes à un nouveau mode de vie plus essentiel et respectueux de l'environnement humain et naturel. Cela inclut également votre souffrance concrète et partagée et votre assistance aux victimes de cette crise environnementale et humaine. Tout cela est extrêmement important, surtout compte tenu de la motivation spirituelle qui sous-tend votre travail. Nous savons bien que vous portez la croix du Christ avec les autres et pour les autres, en solidarité non seulement avec ceux que vous servez, mais aussi avec notre Seigneur. Comme nous le rappelle le pape François, dans une œuvre spirituelle de miséricorde, le soin de notre maison commune exige une contemplation reconnaissante du monde de Dieu, qui nous permette de découvrir en chaque chose un enseignement que Dieu veut nous transmettre. C'est de ce point de vue que nous trouvons la charité, l'espérance et la foi nécessaires pour rester fermes dans notre engagement à accompagner nos frères et sœurs dans le Christ alors qu'ils font face aux situations les plus terribles. Et non seulement nos frères et sœurs dans le Christ, mais tout homme. Enfin, permettez-moi de vous remercier non seulement pour les nouveaux engagements que vous avez pris, mais aussi pour les efforts inlassables que vous avez déjà déployés alors que nous naviguons ensemble sur les mers orageuses d'aujourd'hui, sur la même barque, dans la même barque. Merci de partager et je vous souhaite une rencontre fructueuse. Merci. Merci, docteur Giovanni. Merci d'avoir parlé de nous dans cette réalité multidisciplinaire et difficile, dans cette approche à plusieurs facettes pluriculturelles. Nous passons maintenant à notre prochaine panéliste qui est Chiara Porro, l'ambassadrice auprès de l'Australie auprès du Saint-Siège, a commencé son mandat en août 2020. Nous sommes reconnaissants pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Elle va parler notamment de l'effet du changement climatique. Bon après-midi tout le monde. Je suis vraiment honorée d'être ici, de participer à cet événement important de lancement organisé par l'Union internationale des supérieurs générales. Je suis reconnaissante à Sœur Pat et son équipe et tous les partenaires qui font partie de cet événement. Je suis toujours touchée par le travail des sœurs dans le monde, particulièrement sur le changement climatique. Et en tant qu'ambassadrice de l'une des régions les plus éloignées de Rome, j'étais extrêmement désireuse de contribuer au thème qui est traité aujourd'hui, intégrer les voix des périphéries. Comme Dr Giovanni l'avait dit, nous nous réunissons ce soir à la veille de la COP27 en Égypte, qui, comme depuis plusieurs années, rassemble les dirigeants du monde entier pour discuter de la manière de relever le défi mondial sur le thème urgent du changement climatique. Le succès de la COP27 ne va pas de soi. La capacité à marquer un tournant significatif dans la lutte contre la crise climatique dépendra de l'engagement des gouvernements à prendre des mesures décisives. Si certains progrès ont déjà été réalisés, nous avons également vu comment les obstacles politiques ont pour le passé entravé le meilleur de nos efforts collectifs pour réduire drastiquement les émissions. Il incombe à toutes les personnes présentes à la COP27 de ne pas laisser tomber ceux qui sont les plus touchés par le changement climatique, de ne pas laisser tomber ceux qui paient le prix de ces conséquences dès maintenant. C'est pourquoi il est si important de faire entendre la voix de ceux qui se trouvent à la périphérie, dans les marges, ceux qui ne peuvent pas emprunter les couloirs de la COP27
et influencer les négociations. Et en ce sens, le plaidoyer des groupes, de la société civile et des organisations confessionnelles à la COP27 peut être véritablement décisif. Nous savons que les sœurs religieuses que l'Union internationale représente sont particulièrement bien placées pour recueillir le témoignage des personnes qui subissent le plus fort le changement climatique. De nombreuses sœurs religieuses sont actives dans les coins les plus touchés du globe, offrant une aide humanitaire et traitant les conséquences matérielles des désastres naturels et des catastrophes environnementales. D'autres sœurs font un travail qui touche au cœur même de la façon dont la religion répond à la crise climatique. Aujourd'hui, j'ai voulu parler du travail de l'une de ses sœurs et de son institut. Il s'agit d'une sœur australienne qui est sœur Adèle. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, elle est de l'Institut australien des Sœurs de la Miséricorde. Son travail et sa vie étaient pour donner la voix aux sans-voix. Et comme Sœur Pat l'avait dit, et Sœur Francesca, construire les ponts. L'année dernière, elle a été appelée par le Dicaster du développement humain intégral pour être responsable d'un projet intitulé « Faire de la théologie à partir des périphéries existentielles ». Donc ce projet était conçu par le pape François et le projet comprenait un vaste travail de recherche visant à recueillir les voix de ceux qui se trouvent à la périphérie et à examiner les moyens par lesquels la pensée théologique actuelle devrait s'ouvrir aux différentes expériences de ceux qui sont si éloignés du Vatican. Sœur Adèle a travaillé pendant une année entière rassemblant des données et recueillant des témoignages de voix en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans le Grand Pacifique. Sans surprise, la question de l'environnement figurait en tête de leurs préoccupations individuelles et touchait à la question même de l'identité et du soi. Elle a pu définir ses croyances comme une forme de conscience écologique, révélant l'interconnexion entre les peuples d'Océanie et la terre où ils sont nés. En tant que seul ambassadeur résident de la région Pacifique auprès du Saint-Siège, je me suis sentie obligée de partager certains des témoignages qui ont émergé dans le cadre des recherches de Sœur Adèle. Je voudrais vous montrer un clip pour vous permettre d'écouter certaines de ces voix. Nous sommes fondés sur la spiritualité. Nous comprenons ce que veut dire prendre soin du pays. C'est notre rôle. C'est ce que nous avons passé de génération en génération, prendre soin de la terre qui est notre mère. Toutes nos cérémonies, nos rituels, nos célébrations doivent tous être des respects à l'esprit créateur, à Dieu, pour Dieu. Nous avons eu Dieu avec nous depuis le début des temps, des milliers d'années avant la naissance d'Abraham. Dieu était ici, parmi nous, travaillait avec notre peuple. Je pense que pendant tant d'années, notre culture et notre langue ont été supprimées beaucoup. Nous avons beaucoup à partager. Permettez-nous de le faire. Donnez-nous pour que notre contribution soit joyeusement reçue. Nous sommes prêts à vous la donner. Est-ce que vous êtes prêts à la recevoir? Je m'appelle Malatesta Taura et j'appartiens à Nega Paerangi, l'une des tribus de la rivière Wangano. La rivière était une partie très importante de nos vies. C'était notre première route, notre première garde-manger, premier lavoir, notre terrain de jeu, notre premier fond baptisinal. C'était un espace sacré où Waiarotuanga, où notre vision spirituelle du monde est littéralement venue en étant née de la rivière, de l'extrémité de la Terre. Si nous ne travaillons pas et nous ne nous engageons pas à prendre soin de la planète, le changement climatique nous affectera tous. La destruction, la dégradation, la détérioration, les dommages que nous avons réellement causés au monde, et en particulier à la biodiversité. Ce sont les pauvres du monde qui seront le plus touchés par le changement climatique. Le changement climatique est une grande chose en ce moment pour nous. Nous assistons à l'élévation du niveau de la mer. Les femmes sont les vedettes des familles. Elles sont celles qui cherchent quelque chose à mettre à table. Et les femmes n'obtiennent plus ce qu'elles reçoivent normalement à cause du changement climatique. Les espèces marines ne sont plus présentes en raison de perturbations dans la mer.
et aussi les coraux. Une fois que ceux-ci sont enlevés, il n'y a plus rien d'autre pour notre peuple. Je m'appelle Mai Natalia, je viens de Tuvalu, une petite île au pied des Fidji qui est fortement affectée par le changement climatique lié au niveau de la mer. Donc, sur notre terre, avec une population de 10 000, notre langue, notre culture, notre identité, nous sommes en tant que Tuvaluan ou en tant que peuple du Pacifique, nous sommes déterminés par la terre. Donc, nous avons toujours ce lien spirituel. C'est pourquoi la migration n'est pas aussi facile que d'autres peuvent le penser. Pour nous, nous sommes littéralement submergés maintenant que nous les dirigeons vers le point de non-retour. Nous remercions ces voix qui parlent fortement à travers nous. Ce que leurs voix ont fait pendant que nous écoutions. Ces voix ont agrégé à un tel point que nous ne pouvons plus les ignorer. Le défi ajouté, la question de ces voix, en particulier les peuples autochtones, parce que beaucoup de terres et leur peur de la perte de leur terre. La terre, c'est tout ce qu'ils ont. Les personnes sont liées à la terre, non seulement en titre de propriété, mais pour la connexion spirituelle et le caractère sacré de la terre de leur naissance. Telle est la relation intrinsèque avec la terre. Ces personnes ne peuvent pas exclure la terre, moins ils excluent elles-mêmes. Comme vous pouvez le voir, ceci montre comment le travail des sœurs et comment faire arriver les voix. Je suis extrêmement reconnaissante à sœur Adèle, non seulement pour avoir facilité ces témoignages, mais pour avoir capturé avec éloquence le puissant message. La perte de notre terre, c'est la perte de ce que nous sommes. Pour beaucoup en Océanie, en particulier pour les peuples indigènes, la discussion sur le changement climatique n'est pas simplement ponctuée de données scientifiques. Pour beaucoup, dans notre région, la discussion sur le changement climatique est profondément émotive. Elle touche à l'essence même de leur existence spirituelle et la menace qui pèse sur leurs moyens de subsistance, leur sécurité et leur bien-être. Cette année, le gouvernement australien s'est fermement engagé à prendre des mesures urgentes contre le changement climatique, en fixant un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'Australie de 43% par rapport au niveau de 2005 ici à 2030. Et en renouvelant notre engagement à travailler côte à côte avec les familles pacifiques pour faire face à la crise climatique. Dans les années à venir, l'Australie augmentera le financement climatique, fera progresser les nouveaux partenariats dans le Pacifique. Nous augmentons notre soutien au financement climatique par les partenaires de nos régions, les projets d'infrastructure et d'énergie liés au climat. Personne ne peut nier que l'action collective est le seul moyen d'avoir une chance de contenir l'effet catastrophique du changement climatique. C'est pourquoi nous avons salué l'adhésion du Saint-Siège à l'accord de Paris en octobre cette année, car la voix du Saint-Siège et des réseaux catholiques au sens large peut contribuer à mettre en lumière l'urgence de la crise climatique, de la même manière qu'elle a fait si efficacement pour les crises humanitaires successives dans le monde. L'Église catholique est singulièrement et je dirais les sœurs catholiques, comme sœur Adèle l'a montré. Et donc l'Église catholique est bien placée pour faire en sorte que la voix de ceux qui sont en marge dans les périphéries ne soit plus inérée. Je tiens à saluer une fois de plus le travail de l'Union internationale du Super Général et en particulier l'initiative de publier une déclaration pour mettre en avant la voix des périphéries. J'espère que le message sera entendu de manière forte et urgente à la COP27, que ceux qui sont à la périphérie souffrent des conséquences du changement climatique en ce moment même, que pour eux, cela constitue une menace existentielle que nous ne pouvons tout simplement pas nous permettre d'ignorer. Merci. Thank you, Ambassador, for sharing your own reflections and experiences. Merci, Madame l'ambassadrice, pour vos remarques. Nous allons maintenant passer à la présentation de la déclaration de la WISC, Sœurs pour l'environnement, intégrer les voix des périphéries.
J'ai l'honneur d'introduire Sœur Sheila Kinsey, qui est la coordinatrice de la campagne au niveau de la WISC Semer l'espoir pour la planète. Elle est membre des Sœurs franciscaines, filles des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, engagée dans l'action et le plaidoyer sur un large éventail de questions, notamment la pauvreté, les droits de l'homme, la migration, la consolidation de la paix, la non-violence et l'écologie intégrale. Sœur Sheila est aussi membre de la commission de Laudato Si et Justice et Paix, Intégrité de la création. Sœur Sheila, à vous la parole. Bien, bon après-midi et merci d'être avec nous en ce moment de célébration. Depuis 2018, les membres de Semer l'espoir par la planète font un travail considérable pour la réalisation des objectifs de développement durable et des objectifs de Laudato Si. Les sœurs catholiques, comme vous l'avez vu, ont participé à des campagnes sur l'action climatique et l'utilisation des terres. Elles se sont désinvesties des combustibles fossiles et ont investi dans des systèmes d'énergie renouvelable, encourageant les autres à faire de même, en réduisant leur consommation de plastique, en particulier l'usage individuel, leur dépendance à l'égard des plastiques, donc promu une législation visant à protéger l'environnement et mener des campagnes contre les pratiques économiques et environnementales néfastes dans l'industrie minière. Les membres de Semer l'espoir pour la planète ont travaillé avec des groupes de préservation des terres pour préserver les semences indigènes, atténuer les dommages causés par l'extractivisme, planter des arbres pour le reboisement, élever des chèvres pour la réparation des écosystèmes, cultiver des jardins communautaires et protéger les terres publiques et les droits fonciers autochtones. En mettant particulièrement l'accent sur les questions liées à l'eau, le réseau de Semer l'espoir pour la planète a promu l'accès à l'eau potable, travaillé sur la sensibilisation de la population à la pénurie d'eau, a plaidoyé en faveur de réglementations visant à protéger les sources d'eau douce et à la sécurité donc des puits et pour les communautés ayant un accès limité à l'eau potable et travailler sur des projets visant à nettoyer les océans du monde. Sœurs pour l'environnement, intégrer les voies des périphéries est une déclaration visant à refléter et à clarifier la réponse des sœurs catholiques aux défis environnementaux de notre époque. D'une part, cette déclaration aborde l'urgence du moment actuel, identifiant la COP27 sur le changement climatique et la COP15 sur la biodiversité comme des opportunités cruciales pour inverser la vague de destruction qui ravage notre Terre. Et de voir de manière différente comment nettoyer notre terre et travailler sur nos relations les unes avec les autres. D'autre part, donc, ce projet exprime une vision profondément enracinée et motivée par la foi pour la conversion écologique qui inspire la mission des sœurs depuis de nombreuses décennies et continue de le faire chaque jour partout dans le monde. Nous appelons la communauté mondiale du développement à s'engager avec les sœurs catholiques dans la promotion et la réalisation de solutions environnementales intégrales afin d'assurer un avenir sûr et prospère pour tous les peuples et pour notre planète. So we want to begin with this statement. Nous voulons donc commencer par la déclaration. Intégrer
réponse au changement climatique et à la perte de biodiversité en reconnaissant la nature interconnectée des défis écologiques et en particulier l'impact en cascade des adaptations au changement climatique sur la biodiversité et l'exploitation des ressources naturelles. En pratique, cela signifie, tout en adoptant les objectifs de développement durable comme cadre de suivi et d'évaluation, reconnaissant que l'action environnementale ne peut être cloisonnée et qu'une approche interdisciplinaire nuancée est essentielle pour préserver l'avenir de notre planète. Lutter contre le changement climatique et la perte de biodiversité avec une vision intégrée pour protéger les environnements et les écosystèmes, en veillant à ce que les adaptations climatiques ne dépendent pas de pratiques minières polluantes ou nuisibles, par exemple, ou d'un aménagement du territoire qui détruit l'habitat d'espèces menacées. Agir immédiatement pour stopper l'effondrement de la biodiversité en veillant à ce qu'au moins la moitié de la Terre et de ses océans deviennent des zones protégées d'ici 2030, ainsi que pour restaurer les écosystèmes ravagés et réduire la dépendance mondiale aux combustibles fossiles. Parvenir à un consensus mondial sur un traité de non-prolifération des combustibles fossiles et conclure un nouvel accord sur un cadre mondial des Nations Unies pour la biodiversité. Deuxièmement, intégrer les soins aux personnes et à notre planète en rejetant la vision anthropocentrique qui sous-tend les habitudes de consommation destructrices et en reconnaissant le lien inextricable entre notre environnement et nous-mêmes. En pratique, cela signifie, lorsque nous agissons pour la Terre, veiller à ce que la dignité et les droits des communautés touchées par le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité soient prioritaires sur les considérations nationales ou privées de profit et d'expansion économique. Corriger de toute urgence les inégalités mondiales grâce à un cadre intégré de pertes et dommages qui lie explicitement l'adaptation au climat à la justice sociale en reconnaissant la dette écologique due par les pays du Nord aux pays qui supportent le poids d'une dégradation environnementale qu'ils n'ont pas causée. Promouvoir un accès équitable aux ressources pour les adaptations écologiques afin d'accroître la résilience agricole et de maintenir la sécurité alimentaire, de protéger l'accès à l'eau potable et de répondre à l'élévation prévue du niveau de la mer et à l'érosion côtière dans les zones habitées. Assurer des moyens de subsistance sûrs et une juste indemnisation aux travailleurs des industries, des combustibles fossiles et d'autres secteurs non durables de l'économie mondiale, touchés par la transition vers des alternatives écologiques. Troisièmement, intégrer la vulnérabilité à partir des marges dans le leadership et la prise de décision, en veillant
à ce que les voix des personnes les plus touchées par la dégradation de l'environnement soient au centre des conversations mondiales sur la résilience et le rétablissement. En pratique, cela signifie reconnaître que la vulnérabilité peut être une force et que l'intégration de la volonté d'être vulnérable en tant que valeur fondamentale d'un leadership responsable peut nous aider à trouver des solutions collaboratives pour l'avenir commun de l'humanité. Entendre et écouter les voix des personnes touchées par la dégradation de l'environnement, à la fois en reconnaissance de leur dignité humaine et en tant qu'approche pragmatique pour apprendre de leur résilience. En outre, intégrer les personnes vulnérables en tant qu'acteurs clés dans nos cadres institutionnels, en veillant à ce que les voix des marges soient présentées, les voix des périphéries soient présentées de manière centrale dans le dialogue mondial pour le changement et ne se limitent pas à plaider de l'extérieur. Par conséquent, cibler les solutions environnementales sur les besoins des groupes marginalisés, y compris les femmes et les filles, les personnes déplacées et les sans-abri, les enfants et les personnes âgées, les communautés autochtones et d'autres minorités ethniques. En particulier, intégrer les suggestions des communautés autochtones pour arrêter ou modifier les projets sur ou à proximité des terres autochtones et veiller à ce que leur expertise soit incluse dans les efforts visant à atténuer le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité. Reconnaissant que les religieuses sont particulièrement bien placées pour défendre et avec les communautés qu'elles servent et qu'elles ont un rôle à jouer à la fois pour faire entendre les voix locales dans les conversations mondiales et pour veiller à ce que les engagements mondiaux soient mis en œuvre localement et que les engagements soient mis en œuvre localement. Merci pour votre écoute et merci d'accueillir cet engagement. Nous passons maintenant au témoignage. Merci beaucoup, Sœur Sheila, pour nous avoir introduit ces 3 piliers clés de la Déclaration de l'Union internationale des supérieurs générales, donc intégrer les voix des périphéries. Nous allons maintenant être avec des sœurs à distance. Nous allons donc avoir sœur Nathalie qui travaille et qui plaidoie pour les communautés qui sont affectées par l'exploitation minière. La mise en place d'un centre d'aide juridique et judiciaire à Kolwezi, en République démocratique du Congo. C'est une organisation locale œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l'homme dont la mission consiste à apporter assistance aux personnes démunies et aux personnes victimes des violences et d'abus de droits humains. Depuis 2013, nous intervenons dans les secteurs des ressources naturelles et principalement sur des questions des mines. La protection de l'environnement, les changements climatiques, la défense des droits des communautés locales et la bonne gouvernance dans les secteurs miniers sont au cœur de nos activités. Kolwezi est une ville minière avec 60% des réserves de cobalt, l'une des matières stratégiques pour l'énergie durable de demain. Outre ces minéraux stratégiques, le Congo regorge une diversité d'autres minéraux exploités au bénéfice des pays industrialisés par les billets de leurs grandes firmes dans un contexte souvent de non-respect des normes, de corruption ou des pratiques assimilées. Les activités minières sont intenses dans la région
et nous assistons à un pillage systématique et à une exploitation sauvage des minerais sans contrepartie visible en termes de développement. Il y a encore une grande disparité entre les investissements miniers dans la région et la pauvreté galopante dont souffre la grande majorité des populations. Les impacts environnementaux sont croissants dans la région et dynamiques dans la durée, parfois invisibles ou latents et pouvant compromettre la vie des générations futures. Ils concernent principalement la pollution des eaux, de l'air, des sols, la dégradation de la biodiversité et les effets sur la santé publique. Les communautés locales sont confrontées à plusieurs problèmes, dont les dépossessions illégales des terres, les délocalisations forcées physiques et économiques, les pollutions et même les violations des droits humains. Rares sont les entreprises qui respectent les prescrits du code minier en matière de délocalisation, consultation, réinstallation et indemnisation des communautés locales impactées par les projets miniers. Nous avons la mission notamment de former les communautés locales à l'utilisation de tous les mécanismes légaux de revendication dans le sens de promouvoir la gestion transparente et responsable des ressources minières et pour un développement durable. Les plaidoyers comme processus visant à influencer les décideurs au niveau local, national et international dans le but d'échanger les politiques est un mécanisme important dans notre engagement. Il n'est pas toujours facile d'affronter les géants miniers qui, souvent, affirment avoir des systèmes de gestion conformes aux meilleures pratiques internationales et sont soutenus par les politiques. Le travail en synergie est ainsi une opportunité pour nous d'avoir une voix supplémentaire au plus haut niveau. Par exemple, nous travaillons avec les organisations locales œuvrant dans le même secteur, mais aussi avec des organisations internationales. Nous plaidons pour une économie soucieuse de l'homme, de la dignité des pauvres et du respect de l'environnement. Exploiter les minéraux pour construire et non pour détruire. I'm sorry that Je suis désolée. Donc, pour ceux présents avec nous qui n'ont pas pu suivre en l'une des langues, vous allez pouvoir retrouver ceci dans les enregistrements. Nous allons donner maintenant la parole à sœur Jyotisha qui travaille, inspirée par Laudato Si. Elle va partager avec nous sa vision de la conversion écologique. Donc, imprégnée par l'idée que répondre aux cris de la terre et aux cris des pauvres est une dimension intégrale de ma consécration en renouvelant le visage de la terre et en construisant le règne de Dieu. J'ai répondu courageusement à ma voix intérieure dans la promotion de l'écologie intégrale. Ma province a fait des recherches sur la plateforme d'action Laudato Si du Dicaster et a formulé un plan d'action de 7 ans pour l'écologie intégrale. Je crois fermement en la capacité humaine donnée par Dieu pour construire notre maison commune. Travaillons ensemble pour une planète saine et une humanité saine. so the Donc, ces témoignages et d'autres peuvent se trouver sur notre site web avec notre déclaration. Il y a beaucoup d'autres histoires qui ont été recherchées par Sœur Sheila dans la campagne Semer l'espoir pour la planète et Advocacy Sisters Advocating Globally de partout dans le monde. Nous allons maintenant donner la parole encore une fois à Sœur Sheila pour la deuxième partie de notre événement pour ouvrir la discussion sur notre
thème et nous espérons pouvoir la continuer dans les semaines à venir. Certains des panélistes se trouvent parmi nous, d'autres seront avec nous à distance. Donc, nos 3 questions pour commencer notre discussion. Donc, quels sont les principaux défis pour les prochaines COP 27 et COP 15 et quelles opportunités pouvez-vous partager pour agir sur ces priorités? Donc, l'approche environnementale peut être très critique. Donc, le cadre de travail pour la biodiversité donc, tout ceci est nécessaire pour notre santé. Donc, nous espérons particulièrement que la COP 27 va constituer une opportunité pour discuter l'impact du changement climatique en Afrique, la pauvreté, le manque de ressources qui cause la vulnérabilité des personnes, l'économie instable. Donc, en 92, les travaux effectués à la COP célébrée en Brésil ont montré aussi, nous avons vu dans les décennies à suivre, les obstacles. Dans le cadre de travail pour réaliser les objectifs. Donc, les objectifs de la COP 15 de la biodiversité incluent l'adaptation à un cadre compréhensible avec des objectifs très clairs pour traiter l'exploitation, la pollution et l'agriculture, les pratiques pour une agriculture soutenable. Les défendre et travailler sur le plaidoyer des droits des autochtones, un alignement pour un flux financier pour pouvoir améliorer les finances dans les investissements. D'autres thématiques seront adressées comme la sécurité alimentaire, la paix, les énergies renouvelables, l'impact de l'exploitation minière, la migration. Tout ceci résulte de l'impact climatique. Donc, toutes ces questions seront traitées. Merci, Sœur Sheila. Je voudrais dire que la WISC a choisi un travail avec un groupe de sœurs qui seront présentes dans la COP 27 pour faire arriver les voix et pour aussi donc être en contact avec les événements présents dans les événements de la COP 27 sur les différents réseaux sociaux et le site web de la WISC. Comment donc nous pouvons donc par rapport à la deuxième question, d'après l'expérience de Sœur Sheila, comment les leaders du développement mondial peuvent-ils s'assurer qu'ils sentent les besoins des plus vulnérables dans leur leadership et leur prise de décision? Tout processus de prise de décision doit être entrepris avec ouverture et clarté, en considérant tous les aspects. Ces processus doivent respecter les requis et les résultats des personnes affectées. Nous croyons également qu'il est vital de reconnaître le rôle des sans-voix, des personnes dans les périphéries, sœurs et frères,
ici et partout, les sœurs, les organisations catholiques, les partenaires non religieux sont appelés d'une manière unique à répondre aux besoins des communautés qu'ils servent. Merci, sœur Sheila. Notre troisième question, avant de passer la parole à quelqu'un d'autre, quelles sont les recommandations et les idées vous pouvez donner suite à cette déclaration? Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, écouter et dialoguer, rechercher et contempler sur ce que nous apprenons et pour informer sur nos actions. Nous allons continuer à travailler sur les ressources pour semer l'espoir dans la planète, entrer en lien avec les autres, voir ce que tout le monde est en train de faire. La campagne Semer l'espoir pour la planète a participé au dialogue, aux différents dialogues à l'échelle internationale pour parler de l'économie, de la migration, des pertes. Tout ceci a mené à la publication d'un communiqué commun que nous allons promouvoir sur notre site web et particulièrement le plaidoyer pour les pertes et les dégâts financiers. Nous travaillons pour mettre en place un cadre unique pour traiter les adaptations climatiques en faveur de la justice sociale. Nous sommes également en partenariat avec Unanima et d'autres ONG, organisations. Donc, le défi clé est de pouvoir mettre en œuvre les processus existants. L'année prochaine, les unions internationales, donc des supérieurs généraux et des supérieurs générales, continuent à travailler sur les objectifs de développement durable en vue de l'agenda 2030 pour répondre au changement climatique. Donc, ceci présente une opportunité pour apporter une approche holistique pour traiter toutes ces questions. Alors que nous travaillons pour faire donc un changement vers un futur plus sain pour notre planète et pour nos personnes. Nous allons promouvoir également ceci dans les initiatives de semer l'espoir pour la planète, alors que nous sommes intrinsèquement en contact avec Laudato Si, promu par le dicaster du développement humain et intégral. Donc, il s'agit de collaboration. Nous pouvons le faire si nous nous engageons. Merci. Merci, sœur Sheila. Merci pour vos mots qui inspirent. Nous allons avoir maintenant à distance sœur Jean, qui est la directrice exécutive d'Unanima. Elle est membre des Sœurs de la Sagesse. Elle travaille sur la justice sociale, particulièrement les sans-abri. Comme nous l'avons entendu, Sœur Jean a été un élément clé dans le développement de cette déclaration et dans le travail de plaidoyer en facilitant tous les événements parallèles organisés par Unanima et l'Union internationale des supérieurs générales dans les événements de haut niveau qui ont eu lieu juillet dernier. Merci beaucoup, Julia. J'ai le privilège et le défi d'être avec vous. Et aussi d'aller à la COP 27. Je continue à attendre mon visa en Irlande. Donc, je vous prie de mener une prière collective à cette intention pour avoir mes visas pour pouvoir participer. J'étais vraiment reconnaissante à l'ambassadrice Perrault qui a parlé
qui a voulu transmettre les voix des personnes. Donc, il est important, en discutant ensemble, de faire arriver leur voix. Cet après-midi, le secrétaire général des Nations Unies avait parlé des personnes qui sont donc en pleine crise. Nous devons travailler sur toutes ces dynamiques pour les aider. Je crois qu'elle est en pèlerinage vers un lieu de défi. Nous savons que partir en pèlerinage n'est pas facile. Le défi sera d'être écouté dans les bons lieux avec des voix prophétiques et d'élever nos voix. Il s'agira toujours d'un changement, d'un défi, de travailler dans différents endroits. Et comme Sir Sheila l'avait dit, Sir Sheila a passé toutes les thématiques et tous les problèmes que nous devons traiter. Nous aurions l'opportunité d'amplifier le message et de vivre l'expérience des personnes qui sont à la base. Les personnes que les sœurs rencontrent et racontent leurs histoires. Donc, pour les soutenir dans leurs endroits. Nous allons aussi traiter de la justice entre la justice de genre et la justice sociale. Donc, notre travail ne sera pas seulement limité à la participation d'un seul événement. Nous allons suivre la journée aussi qui traitera de ces thèmes. C'est le moment pour se mettre en action, commencer. Nous ne pouvons pas sous-estimer l'urgence de cet appel. Nous avons besoin d'une approche à l'échelle sociale et d'une décision politique pour l'agenda 2030, Laudato Si et les résolutions des Nations Unies qui reconnaissent officiellement les droits humains à un environnement sain et stable. Comment nous pourrions intégrer les voix des périphéries? Je crois que c'était une autre question que tu avais posée, Julia. Les peuples, les personnes dans les périphéries doivent faire part des solutions. Nous ne pouvons pas trouver les solutions à leurs problèmes sans leur présence. Donc, nous devons nous rappeler de ne pas parler de ces personnes dans leur absence, mais dans leur présence. Qu'est-ce que nous voulons apporter aux dirigeants, politiciens, aux leaders? Nous avons eu beaucoup de conversations et des discussions dans toutes les COP et maintenant il est temps de mettre en œuvre. Nous avons besoin d'avoir un plan d'action mesurable avec un impact, un calendrier précis comme Sheila l'avait dit et d'autres. La clé est l'engagement financier, l'engagement économique de certains pays. Les nations très développées sont appelées à investir davantage dans le plan pour faire face au changement climatique. Donc, non seulement ces pays n'arrivent pas à le faire, il est devenu clair que les pays les plus vulnérables sont en train de recevoir très peu pour faire face à ces changements climatiques. L'Union internationale des supérieurs générales nous guide dans cette déclaration importante qui met en relief l'importance d'agir en urgence. Nous ne pouvons plus rester de côté. Nous appelons donc tous les secteurs à s'engager. Nous avons à travailler pour intégrer tout ceci dans nos vies de communauté, avec les personnes pour lesquelles nous travaillons. C'est un document très important lancé aujourd'hui et comme directrice exécutive de l'Unanime International, j'ai le privilège avec notre 25 000 membres
dans tous les pays d'être en partenariat avec vous dans la publication et le lancement de cette déclaration très importante. Merci beaucoup. Merci, Sordine, pour cette réflexion, pour ton soutien. Donc, et bon travail et bon pèlerinage à Sharm el-Sheikh. Nous avons maintenant Catalina. Alors, Catalina apporte donc une perspective jeune. Elle est aussi membre de la commission Travail avec Justice de Paix avec l'Union internationale des supérieurs généraux. Donc, à toi la parole. Pour répondre aux questions. Merci, Julia. Je vais parler en espagnol. Après la COP26, plusieurs éléments et actions ont été convenus. Toutefois, plusieurs questions restent en suspens. L'un d'entre eux est le financement des pertes, dommages causés par le changement climatique. Aujourd'hui, avec l'augmentation des catastrophes naturelles, des plans sont proposés pour la création d'une facilité pour les pertes de dommages lors de la COP27. Donc, notre défi, c'est pourquoi les pays, quand ils arrivent, doivent essayer de travailler sur ceci pour reconstruire cette collaboration. Nous ne pouvons pas prendre ensemble des pas concrets. Un autre défi consiste à mettre en place un fonds d'adaptation au changement climatique. L'année dernière, déjà, les pays du Nord ont accepté de doubler leur engagement financier pour aider les communautés les plus vulnérables. Cette année, il faut passer à la recherche des financements et déterminer comment les fonds sont alloués aux communautés qui en ont le plus besoin. Un autre élément consiste à promouvoir la responsabilité au milieu des tensions géopolitiques. Les pays devront prouver qu'ils ont progressé dans la réalisation de leurs engagements climatiques et de leurs objectifs de financement. Seuls 23 pays ont apporté des modifications à leur plan pour atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius de température. En outre, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a déstabilisé le marché de l'énergie et entraîné une dépendance accrue à l'égard des combustibles fossiles. Ceci constituera un autre défi à traiter. L'une des possibilités, donc la biodiversité va toujours mal, n'empêche les activités prises pour y faire face. Tout ceci va générer plus de difficultés pour les communautés. Nous devons continuer à pousser pour transformer nos relations avec la nature en vivant davantage en harmonie, en essayant de vivre en harmonie. Nous devons avoir une politique de sauvegarde pour protéger la Terre et la planète. L'une des opportunités que je vois en tant que jeune personne qui travaille dans ceci, qui essaie de construire le futur, c'est de continuer à construire des réseaux, à collaborer. Qu'est-ce
que la collaboration veut dire, c'est travailler avec les parties prenantes parce que les entreprises ont un rôle très important pour un changement, de pousser les politiciens à prendre des actions concrètes. Nous avons parlé des sociétés civiles, mais les sociétés civiles restent souvent à côté. Nous avons vu ceci dans la COP26. C'est pourquoi nous devons travailler sur les stratégies avec des groupes qui ont déjà effectué des modifications à leur stratégie et de développement. Par rapport à la deuxième question, je peux vous dire qu'en tant que jeunes, nous sommes parfois exclus de la prise de décision car nous sommes aussi, nous avons vu à maintes reprises que les adultes ont peur de nous confier quelque chose, peut-être parce que nous manquons d'expérience ou parce que nous ne pouvons pas prendre des décisions très saines. Donc, nous nous précipitons dans des décisions très hâtives. Mais en même temps, en tant que jeunes, nous risquons de sauter et c'est là que nous pouvons le faire ensemble. Ceci signifie demander plus de responsabilités de la part des dirigeants, être plus proche des acteurs politiques, des groupes marginalisés et non pas de voix. Ils ont été déplacés par la société. Et donc, ces groupes ne sont pas pris en compte. Et c'est là que nous devons nous sentir responsables. Si tout est interconnecté, cela signifie que nous devons tous suivre pour tout le monde, sans exclure personne. Par conséquent, c'est en 2021, avec quelques jeunes et des seniors du département d'économie de Francisco, nous avons réalisé une vidéo pour demander à Chevron d'accorder des réparations aux communautés amazoniennes d'Équateur touchées par la marée noire. Grâce à la pression exercée par plusieurs groupes et cette vidéo et les parties prenantes, Chevron a décidé de changer son PDG, ce qui était un petit pas pour générer de grands changements. Qu'est-ce que je peux vous raconter davantage? L'écoute des autochtones est un élément clé, mais nous devons être attentifs parce que parfois nous utilisons les groupes marginalisés pour réaliser nos intérêts. Donc, nous devons créer l'espace aux autochtones pour leur donner la parole. Parfois, nous voulons parler à leur nom, mais nous ne leur donnons pas l'espace de le faire eux-mêmes. Et en réponse à la dernière question, comment donner donc suite à cette déclaration? Je crois qu'il est important d'inclure divers éléments dans cet aspect, particulièrement des plus bas niveaux de la société, les groupes de base, les associations, les groupes de personnes, les dirigeants locaux, la rencontre avec les groupes de pouvoir, les décideurs, les gouvernements, les organisations internationales, les entreprises. Si nous faisons pression à tous les niveaux et nous cherchons des accords qui encouragent les deux parties, nous pourrons avancer plus rapidement. Et c'est là que l'Union internationale des supérieurs générales a son rôle. C'est pourquoi la déclaration devrait contenir les expériences, les acquis, les accords déjà réalisés dans les espaces tels que les Nations Unies avec des ONG représentant diverses congrégations. Elle devrait inclure davantage des réunions avec le gouvernement et savoir comment être plus proche, sachant intelligemment que faire de la pression sur des questions telles que la durabilité à tous les niveaux, il est possible de trouver un terrain d'entente pour susciter le changement. Et je crois qu'il est extrêmement important de regarder les nouvelles. Donc, souvent, on donne beaucoup d'espace dans la communication, aux histoires tristes, dépressives. Donc, plus nous voyons des choses qui ne fonctionnent pas bien, nous voulons échapper. Donc, parfois, les choses ne sont pas bien présentées. Nous avons besoin d'installer de l'espérance pour aller en avant.
Merci, Cataline. Merci pour ce que tu as dit, notre besoin d'équilibre entre l'espérance, mais aussi entre l'espérance et l'urgence de faire quelque chose. Donc, 23 pays ont déjà fait quelque chose pour maintenir leur engagement dans le plan pour faire face aux risques du changement climatique. Notre panéliste est Neil. Donc, Neil était membre important dans le développement de notre programme de plaidoyer, nous a aidé à donc travailler dans le domaine de la formation avec beaucoup de partenaires. Merci Neil pour ton soutien et pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité pour participer au processus. Je suis ici, j'entends donc tous ces témoignages. Je vais donc parler de quelques points. Donc certaines questions ont déjà été traitées, donc je ne vais pas répéter. Lorsque nous parlons de la COP27, et nous avons tous vu des rapports, des documentaires, la situation est urgente. Donc, on avance dans la croyance que nous ne pourrions pas diminuer d'1,5 degré. Nous avons besoin de plus de pays qui s'engagent avec une plus grande ambition, une contribution majeure dans la COP. Je crois que la question financière est importante, mais dans le processus de la COP27, et cette question de pertes et de dégâts, si nous réfléchissons à ceci de manière différente, il s'agit vraiment de l'importance de la restauration des choses. Des témoignages excellents que nous avons vus. Il ne s'agit pas de s'adapter à la crise climatique. Les personnes ont besoin de penser différemment. Et c'est un élément crucial de perte et de dégâts. Et ceci va être critique puisque plus nous voyons des pays riches qui causent des dégâts et des pays pauvres qui souffrent des dégâts, il y aura toujours un écart qui s'élargit. Et dans le contexte d'une politique globale, la COP27 sera un moment important pour voir comment tous les pays font face aux crises, à la guerre, par exemple maintenant en Ukraine. Les personnes donc sont toutes appelées à prendre conscience de cette question de perte de dégâts. La COP27 comme la COP15 sont caractérisées par ce sentiment d'urgence de faire quelque chose. Je voudrais aussi dire que cette déclaration est extraordinaire parce qu'elle nous permet de faire, à la lumière de l'accord de Paris, donc ces approches. Dans cette déclaration, nous parlons d'une approche qui commence par la base. Donc, l'exemple que nous voyons dans la déclaration, comment nous pouvons faire pression sur ces politiques nationales,
et pour rendre les plans qui sont partagés dans la COP 27 plus ambitieux, je crois qu'il serait important de voir des conversations menées à l'échelle internationale. Je vois qu'il serait beau de faire ceci dans la COP 27 dans 2 semaines. Et je vais porter avec moi cette déclaration. Si nous pensons à ceci donc de manière globale, comment nous pouvons avancer à l'échelle internationale? Comment donc nous devons canaliser nos énergies pour avancer? Donc si nous parlons des plans, tout ceci peut être important. Nous pouvons utiliser donc les idées et les recommandations de cette déclaration pour effectuer un changement, non seulement à l'échelle nationale, mais aussi en partant de la base. Les voies des périphéries constituent aussi un élément très important. Nous tenons ceci à cœur et nous voulons parler au nom des sans-abri, des sans-voix devant les preneurs de décision. Et si nous pensons vraiment à la carte de route que nous avons, qu'il soit pour la crise climatique ou bien la biodiversité, tous les gouvernements doivent prendre action et remodifier leur économie par rapport à la politique des combustibles. Donc ces voies des périphéries sont critiques puisque donc les personnes ne doivent pas s'arrêter sur les effectifs seulement et sur les endroits. Nous avons besoin d'avancer dans le progrès de notre travail. Donc il s'agit de nos vies, non seulement de chiffres. Donc souligner l'urgence. Donc les voies des périphéries aussi nous donnent de l'espérance. Souvent, les solutions dont nous avons besoin arrivent des périphéries et non des politiciens et non des discussions qui se font à haut niveau. Donc les personnes dans les périphéries sont celles qui trouvent les solutions et celles qui les mettent en œuvre avant que les politiciens ne les trouvent. C'est pourquoi cette déclaration est très importante parce qu'elle nous porte de cette dimension macro à une dimension micro et nous tenons à avoir les voix des périphéries avec nous. Merci de me faire part de tout ceci. Thank you, Neil, for Merci Neil, et merci de nous rappeler de l'importance de l'équilibre, de l'espérance et de l'urgence et que les voix des périphéries nous aident à réaliser ceci. Donc Maria Dolores fait partie du comité. Donc, elle est coordinatrice donc, de la section de recherche de réflexion de Dicaster pour le développement humain. Je suis ravie d'être parmi vous, d'être à l'écoute. Tout a été dit. Comme le pape François avait dit aux jeunes à Assisi, faites du bruit. Faites du bruit, donc le bruit doit être en relation avec ce que Neil avait dit, donc aborder les pertes et les dégâts. Donc ce sont les défis futurs. Les personnes doivent avoir très clair à l'esprit. Notre problème est financier. Nous avons besoin
de mettre en place, de rejoindre nos efforts, de revoir nos systèmes économiques, nos systèmes institutionnels. Et c'est pourquoi je suis contente d'être ici, dans cette discussion, pour parler aussi des voies des périphéries, puisque c'est là que il constitue donc la source du début de cette discussion. Les personnes, les gens des périphéries, donc, sont les personnes concernées, tout en incluant et préparant la voie pour les générations futures. Nous avons fait des distinctions récentes quand nous avons parlé de comment donc adresser les dégâts et les pertes. Nous avons parlé des limites. Les défis sont plusieurs et nous avons besoin vraiment de repenser nos systèmes économiques. Je voudrais aussi dire, en parlant des défis, est-ce que vous avez vu la lettre? Peut-être ceci nous porte nos pensées aux actions. Je crois que tous les gouvernements doivent mettre ceci au début de leur séance parlementaire. Par rapport aux questions, donc les voies des périphéries, comment donc inclure les plus vulnérables. Chaque population a le droit d'être engagée dans la prise de décision, dans la mise en place des solutions. Donc, nous avons la responsabilité d'inclure ces personnes, donc inclure les personnes des périphéries pour vraiment évaluer et donner suite aux discussions. Beaucoup d'autres choses ont été dites, je ne vais pas me répéter. L'importance du plaidoyer, peut-être vraiment il faut faire du bruit pour pousser les gouvernements à réagir, à changer, à modifier. Donc, nous pouvons travailler dans l'écologie intégrale, l'éducation. J'étais à Londres avec Neil la semaine dernière et nous étions dans une réunion et il y a eu des discussions. Nous avons besoin de collaborer davantage, d'être interconnectés, de créer des liaisons, des liens. Et je crois que la pandémie nous a montré et a appris, tous les gouvernements, que nous avons besoin de trouver les solutions ensemble parce que nous pouvons être touchés du même problème. Je ne vais pas m'attarder. Voilà, beaucoup de choses ont été dites. Merci. Thank you very much, Maria Dolores, for joining us. Merci, Maria Dolores, et d'être parmi nous. Et merci de nous rappeler que les voix des périphéries sont les voix des générations futures. Donc, notre dernière panéliste, Josiane Gauthier. Merci Josiane d'être avec nous, donc avocate et canadienne. Merci. Je participe à distance. Je vais parler un peu. J'ai été ravie d'être à l'écoute. Il est très difficile de parler à la fin après tout ce qui a été dit. Je vais essayer
de vous donner quelques pensées et quelques réflexions sur ce que j'ai déjà entendu pour ne pas répéter ce qui a été dit. Donc, par rapport à la COP27 et la COP15, mes préoccupations étaient plutôt de nature émotive. Je crois que les défis sont l'indifférence, le découragement, la perte d'ambition, de courage, le retard dans la prise d'action, les mêmes personnes qui parlent, qui interviennent. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui se passe. Ce sont les vrais risques qui me font peur. Donc voilà, c'est ce que j'ai peur d'affronter. J'ai peur de perdre la foi, la confiance dans ceci, et dans le fait de le répéter. Donc ne pas être inspiré, ne pas pouvoir trouver la motivation, entendre les vraies voix, les vraies personnes, changer les discussions, changer les conversations. Donc, avoir les bonnes conversations que nous devons avoir, c'est le défi. C'est le défi. Nous devons faire que ceci se passe. Nous devons faire de sorte que de nouvelles voix prennent la parole. La conversation de la COP27, de la COP15 doit être menée de manière différente. Les personnes qui parlent de la vérité, du cœur, doivent participer, doivent parler. Il ne s'agit pas de vérités qui sont confortables, mais il s'agit de vérités qui sont révélatrices et libératrices. Sœur Sheila et Neil ont déjà parlé de beaucoup de choses, mais je voudrais dire qu'il s'agissait vraiment d'une expérience d'apprentissage en préparant à cette COP. Nous l'avons fait année après année. Souvent, nous nous sommes trouvés avec d'autres catholiques pour trouver les moyens pour faire passer nos messages, pour trouver toujours des personnes qui nous écoutent. Cette fois-ci, nous l'avons abordé de manière différente. Nous nous sommes dit que peut-être nous avons besoin de nous installer et de penser cette chose, de penser cet engagement différemment. La COP prend place en Afrique, c'est un nouveau contexte. Je suis désolée pour la rapidité. Nous avons décidé que nous avons besoin d'être avec l'Église d'Afrique et de préparer ensemble. Nous avons mis beaucoup de pression dans les COP précédentes. Nous n'avions pas tous les outils pour faire la collecte des messages. Nous nous sommes coordonnés, mais nous nous sommes dit cette fois-ci, pourquoi ne pas préparer les dirigeants des églises en Afrique? Et nous avons entamé donc un processus synodal pour préparer cette COP. Ceci n'a pas été facile. Nous sommes dans une position privilégiée. Nous pouvons voyager, nous pouvons participer à ces rencontres, nous pouvons être écoutés, mais beaucoup de nos collègues ne sont pas écoutés, sont découragés en fonction d'où ils se trouvent, de ce qu'ils peuvent faire. Il est vrai que nous pouvons partager leurs histoires, mais ce n'est pas la même chose. Partager, raconter, ouvrir de nouvelles voies. Donc, dans ce processus de préparation, nous avons fait de sorte que les questions techniques sont abordées différemment. Peut-être les priorités n'étaient pas les mêmes par rapport aux dirigeants donc des églises en Afrique. Donc c'était vraiment une expérience d'apprentissage, une expérience très humble qui nous a beaucoup appris, et nous avons besoin vraiment de changer la manière dont nous faisons le plaidoyer. Nous avons besoin de parler davantage, d'écouter.
également pour les preneurs de décision, comment ils écoutent les sans-voix et les voix des périphéries, comment porter les voix des plus vulnérables. Ceci est un grand défi parce que il s'agit de dire aux personnes de ne plus parler et d'écouter. Et nous arrivons tous de sociétés qui ont beaucoup bénéficié pour de longues années de ceci, parfois consciemment ou inconsciemment. Donc, de se taire, nous avons toujours vécu avec ce pouvoir de parler. Et donc, demander à ceux qui ont toujours parlé de se taire et donner la parole aux sans-voix n'est pas facile. Mais je crois que c'est l'outil le plus important et nous devons travailler pour le faire parce que nous croyons dans la conversion, nous croyons dans la capacité humaine de changer et de s'améliorer. Je crois que nous devons façonner ce changement nous-mêmes. Nous devons vraiment mettre au défi nos pensées, nos observations, notre présence. Particulièrement lorsque nous ne sommes pas inclusifs. Donc, il s'agit vraiment d'un nouveau plaidoyer. Nous ne pouvons pas seulement apporter des messages qui sont techniques, mais nous devons nous mettre au défi par rapport à la forme que nous adoptons pour mener ces conversations et ce plaidoyer. Je crois que ce que nous pouvons faire avec la déclaration que nous avons eue aujourd'hui avec les personnes avec lesquelles nous discutons en Afrique, les plusieurs initiatives que nous partageons, toutes les bonnes histoires que Catalina disait, je crois que nous avons besoin de continuer à coordonner, à construire des ponts, à construire les communautés en solidarité. Donc, en étant communauté, en étant modèle, donc en mettant notre solidarité au centre pour trouver les solutions. Nous avons besoin d'être à l'écoute. Nous devons partager nos messages. Nous devons nous soutenir. Je crois que nous pouvons aussi utiliser cette déclaration dans le parcours synodal. Peut-être c'est comment l'Église peut se voir dans le futur. N'est-il pas important de voir ceci de manière écologique? Je vous laisse donc une provocation. Et en tant que femme leader, je vous remercie pour être là, pour que vous faites rester, continuez à le faire et merci. Thank you, Josiane, very much for Merci Josiane beaucoup pour avoir partagé cette angoisse, cette peur du défi de ne pas pouvoir changer. Donc, il y a beaucoup d'écoute, il y a beaucoup de cheminement, il y a beaucoup de partage vers la COP27 et tout ceci constitue une source d'espoir. Donc, je demande à l'ambassadrice Porro si elle voudrait ajouter quelque chose. Merci, Julia. Je crois qu'en tant que représentante du gouvernement, je dois dire quelque chose, mais j'étais vraiment à l'écoute. Je suis également inspirée par tout ce qui a été partagé. Il est bien sûr important de penser aux résultats de la COP27. L'un des éléments clés que j'ai réalisés dans ces 2 dernières années, c'est l'importance d'apporter le changement. Donc, les groupes et les partenaires représentent pour les gouvernements le défi de changer leur manière de penser.
Donc, donner de la visibilité aux sœurs, donner quelque chose pour promouvoir, utiliser ceci pour demander une place à table. Comme Sister Jean disait, donc levez votre voix, soyez présente, apportez ces voix des périphéries, ces voix critiques. L'autre point que je voudrais partager, donc il ne s'agit pas seulement de faciliter les voix, comme la déclaration le dit, il s'agit de les intégrer. J'étais dans la zone du Pacifique pour 2 ans avant de venir ici. L'une des choses importantes, vous ne pouvez pas seulement apporter les personnes à table, les personnes doivent avoir les compétences pour raconter leurs histoires. Et je crois que c'est l'une des choses sur lesquelles l'Australie a travaillé. Donc, travailler avec les femmes pour améliorer leurs compétences de négociation et aussi repenser les systèmes économiques pour le changement climatique. L'un des ministères du Fidji l'avait décrit, avait parlé de l'écart entre ces pays développés et des pays sous-développement. Donc, je crois que nous sommes appelés à penser de manière très créative. Depuis mon expérience en Inde, au Pacifique, je crois que nous devons laisser de la place aux voix des périphéries. Nous avons besoin de voir comment le financement climatique peut fonctionner d'une manière plus fructueuse. Je crois que nous estimons que l'écart sera d'ici 2030 autour de 5 milliards. Donc, l'Australie essaie de travailler sur le changement de l'investissement. Je crois aussi qu'il s'agit d'un sujet important. Peut-être nous avons besoin de penser plus créativement les mécanismes pour changer ces financements. Peut-être vaut mieux que ceci parte de la base dans les nations au lieu de le faire partir du haut niveau. Donc, l'Australie est en train, donc présente sa candidature pour accueillir la COP suivante. Nous voulons nous assurer que les voix donc soient entendues. Nous espérons donc de pouvoir travailler dans l'organisation de la COP suivante. Merci pour cette discussion. J'ai beaucoup appris. J'espère que tout le monde a pu le faire aussi. L'une d'autres choses, c'est explorer le travail avec les entités non catholiques. Donc, pourquoi pas? Pourquoi nous ne pouvons pas travailler, par exemple, avec les autres organisations féminines? Merci. Thank you very much, Ambassador, and thank you all. Merci à tout le monde d'être avec nous. Maintenant, pour conclure ceci, nous avons une pause rafraîchissante. Donc, Sœur Marie-John, la parole à vous. Chère sœur, tout ce qui finit bien va bien. Donc, je vous invite à finir bien cet événement avec quelques mots de remerciement et une prière. Vous allez être surpris. Donc, cet événement fait partie du programme de l'Union internationale des supérieurs générales sur la COP
27 et la COP 15 qui inclut des dialogues. Donc le webinaire du 25 octobre a eu plus de 100 heures et une série d'activités vont prendre lieu dans les semaines à venir. Comme Sir Jean et son équipe vont être présentes physiquement à la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Nous allons avoir également un pèlerinage spirituel contemplatif à distance, donc virtuel. Je voudrais vous remercier pour votre présence. Nous étions honorés. Merci bien. Et j'aimerais remercier Son Excellence l'ambassadrice Chiara Porro pour la présence, la contribution et pour être aussi panéliste. Merci pour vos idées. Merci à Miss Maria Doroleos. Je vais revenir à vous, Catalina et Sir Sheila, et les plusieurs panélistes que nous avons vus télématiquement, Sir Jean, Neil, Sir Josiane. Et si j'ai oublié quelqu'un, veuillez me pardonner. C'était vraiment... Je voudrais donc remercier pour tous les témoignages. Nous avons écouté beaucoup de choses ce soir. Nous avons eu beaucoup de bonnes idées, inspirations, des défis. Merci pour la collaboration extraordinaire que nous avons eue ici entre l'Union internationale des supérieurs générales, l'UNANIMA, donc les Dominicaines, le Bon Pasteur, les sœurs cambodgiennes. Et merci aux interprètes, aux techniciens, à l'équipe technique, aux traductrices. Vous avez enrichi cet événement avec votre présence et je voudrais particulièrement remercier l'organisatrice de cet événement, Miss Giulia Cirillo et Miss Eleonora qui se trouve dans la partie postérieure de la salle, et Miss Lorenza Cirillo qui travaille depuis des mois pour mettre en place, pour publier donc cette déclaration aujourd'hui. And Julia in particular. Particulièrement Julia, donc a mis beaucoup d'énergie et de temps en se déplaçant, en appelant, en écrivant, en réécrivant pour arriver à cette forme finale. Merci Julia. Nous avons aussi eu Sir Jean. Son équipe. Nous souhaitons donc à Sir Jean et son équipe nos meilleurs vœux, soutien. Nous allons les accompagner avec nos prières durant leur pèlerinage donc à cette COP 27. Donc voilà, Sir Jean vient de recevoir son visa pour participer à la COP. Alors que nous arrivons à la fin de cette rencontre, prenons un instant en silence pour réfléchir sur comment nous pouvons travailler ensemble pour faire face et pour donc avoir une vision pour un changement environnemental. Donc après un moment de silence, je vais dire partager la prière finale. The earth
La terre et tout ce qu'elle a, le monde et toutes les personnes qui y vivent. Donc Dieu a créé ceci. Dans les mains de Dieu se trouvent les profondeurs de la terre et les montagnes lui appartiennent. Les mers sont donc entre les mains de Dieu qui a également formé les terrains. Que la mer parle, que les rivières applaudissent, que les collines chantent la joie et la gloire de Dieu. Parce que Dieu vient juger la terre avec équité. Dieu aimable, nous te remercions. Tu as révélé ton amour et ton soin à l'univers. Nous te remercions pour aujourd'hui, pour tout ce que nous avons entendu, vécu et témoigné dans ce lieu sur les sœurs pour l'environnement intégré, les voies des périphéries. Aide-nous à vivre notre vie en simplicité, honnêteté, harmonie avec la nature with your word. et en accord avec ta parole. Donne-nous la grâce de transformer nos rêves en actions concrètes et quotidiennes. Que tous nos efforts nous font avancer pour aider et que toutes les personnes, particulièrement celles sur les périphéries, bénéficient de tout ceci. Nous te demandons au nom de Dieu, du Seigneur notre Dieu. Thank you. Please. Merci. Veuillez nous rejoindre à la pause rafraîchissante. Merci d'être parmi nous, d'être venu.